Bonjour à tous, je suis Sébastien Chauffret, VP Engineering et Product à VP. Bienvenue dans cette Learning Expedition où on va essayer de vous expliquer comment la tech a pu accompagne la transformation d'une entreprise qui est à mi-chemin entre l'industrie et le digital. VP, c'est une startup, mais une startup qui a déjà de l'âge. C'est 20 ans d'histoire, donc on est dans la 20e année, qui a du coup amené tout un lot de complexité due à une croissance rapide du business. VP, c'est aussi un modèle économique qui est différent d'un e-commerce classique. On n'est pas une plateforme d'e-commerce, on est un soldeur digital. Et ça a toute son importance dans le développement de la compagnie et dans comment est-ce qu'on organise les flux au sein de la compagnie. Aujourd'hui, VP, en chiffres, c'est quoi ? C'est 4,5 millions d'utilisateurs uniques quotidiennement qui viennent découvrir nos offres sur le site. C'est 10 pays à travers l'Europe que nous couvrons avec les offres. C'est une base de 60-70 millions de membres inscrits sur le site VP. En faisant un focus logistique, ça permet de bien se rendre compte du volume, c'est plus de 120 000 commandes qui quittent nos entrepôts tous les jours. 120 000 commandes par jour, ça fait des centaines de millions de parcelles de commandes qui partent chaque année de nos entrepôts. Hello everyone, I'm Matthias Ingelbricht. I'm lead product owner for logistics at VP. And today I will describe the high-level logistics processes at VP and the challenges we're facing to support these operations. When we look at logistics at VP, we see three big blocks or three big pillars. First is fulfillment. Fulfillment has everything to do with goods coming into our warehouses, goods coming from the supplier. We sort them out. So during the preparation process, we sort them out into customer orders. And finally, we ship these into parcels to our customers with a shipping label and throughout our entire transportation network. We ship to 10 countries in Europe. And on a yearly basis, we ship around or above 120 million pieces per year. The second part is reverse fulfillment. Reverse fulfillment are customer returns. So what a member or our customer wants to return to us is accepted in our warehouses. We sort these out, and sometimes we also return these back to our suppliers. We have dedicated warehouses treating these, and we're talking about around 8 million units per year that we accept. So finally, we have inventory management. Inventory management is everything that has to do with stock that is coming from member returns or is left over from fulfillment. We have an inventory management team that reviews these stock levels and organizes clearance campaigns to reduce stock levels. When we look at typology of goods, we sell almost everything. From an e-commerce shop point of view, it doesn't matter whether we're talking about small or big items, high value or low value, but in logistics, we do care. So some examples, our easy flow is textile. So jeans, t-shirts, underwear, these are packed in bags, they have a barcode and they're very easy to identify, very easy to treat in logistics. When we go to more high-end fashion, we see that these clothes are on cloth hangers. This is a special flow because we cannot treat them through our mechanized warehouses because these cloth hangers could block the mechanization or we could damage the clothing. Third, we have shoes. So shoes seem a very easy flow. They are easy to treat logistically, but in a shoebox there's a lot of air. So shipping a lot of shoes and shoe boxes, we actually have one very important metric to take care of, which is the air that we ship. So the location of the warehouse within our network or the warehouses within our network become very important. Then we have electronics. On electronics, there are special regulations, for example, for batteries or serial number registration. We have food and beverages. So on food and beverages, we need to check expiry dates. We need to keep track of batch numbers. And also we have to make sure that customers that buy wine or sausages don't have this mixed within their parcels with their high-end fashion, of course. So what we see is from a logistics point of view, the mix of typologies makes it very hard to run
our operations. We see that this mix of typologies is also not stable throughout the year, and it's very dependent upon market conditions. So that traditional typologies of goods, such as textiles or shoes, can be treated very efficiently with this mechanization. So because of the growth of VP, we also had to invest in automation because of the sizes of campaigns that we started shipping. At a certain moment, these became too big to treat manually. We see that we really have a lot of typologies and processes that we need to cover. This is very challenging for our warehouses, and thus this has a huge impact on tech. And also the tools in our warehouses need to be modified to handle specific scenarios. Le déclic a eu lieu en 2016. Jusqu'en 2016, le business et les évolutions très rapides de venteprivée.com ont fait que l'IT suivait, et était plus une fonction support et un centre de coût pour l'organisation. Nous étions donc avec une création de valeur qui était extrêmement lente. On a fait cette transformation en ayant plusieurs objectifs en tête. La principale était de délivrer de la valeur de manière efficace et constante. Et pour ça, il nous fallait de la flexibilité, la première partie, et deuxième partie, avoir le business on board avec VP Tech. Cette transformation de l'organisation, elle s'est pas faite en un coup. Elle s'est faite de manière itérative, avec à chaque étape des apprentissages, des réussites, des échecs, et on a modifié, on a adapté l'organisation à chaque étape en fonction du contexte. On a commencé par créer la marque VP Tech. Pourquoi créer une marque ? Pour créer un sentiment d'appartenance pour toutes les équipes au sein de VP Tech et pouvoir développer ce sentiment qu'on était une équipe, qu'on allait construire quelque chose de gros pour faire en sorte que VP soit un groupe européen majeur. On a ensuite défini quelles allaient être pour nous nos valeurs techniques au sein de VP Tech, au sein de notre manifesto, pour pouvoir déployer la culture de l'entreprise et de VP Tech au sein de ces différents bureaux, au sein de ces nouvelles équipes. Comme on embauchait de manière intensive, il était important de diffuser cette valeur. Comme on développait également beaucoup l'organisation, il était important de définir des guidelines techniques, de pouvoir mettre un cadre sur comment est-ce qu'on devait ou comment est-ce qu'on allait développer et créer notre système d'information. Et donc, ces guidelines n'étaient pas pour imposer des choses, étaient là pour cadrer le comment on allait développer le système d'information. Ensuite, sur le schéma de l'organisation, on était sur un système de monolithe avec des gros silos, et on souhaitait passer sur une organisation qui était hautement distribuée pour pouvoir gagner en autonomie et en réactivité. La volonté de convergence de l'ensemble des équipes nous a demandé de créer une équipe tech unifiée à travers le groupe. On est passé de 3 équipes tech distinctes, dans 3 compagnies distinctes, avec des valeurs et des cultures différentes, à une équipe unifiée à partir de ces 3 équipes. Ça a grandement augmenté la taille de l'organisation. On a dû rajouter à ce moment-là ce qu'on appelle des tribes. Les tribes, c'est un ensemble cohérent de produits qui sont regroupés dans une même organisation qui est gérée par un product director, un engineering director qui ont la responsabilité de la cohérence du delivery de cette tribe. Le gros avantage de cette tribe, c'est qu'on a pu avoir un alignement beaucoup plus fort au sein de la tribe pour les produits d'un scope commun, avec des équipes core qui garantissaient une uniformité du delivery de ces différents produits. Le deuxième élément qui a été extrêmement important dans cette transformation, dans cette création de VP Tech, au-delà de l'aspect organisationnel, a été l'aspect alignement. L'alignement, c'est comment amener les équipes à répondre aux besoins de l'entreprise à l'instant T. Et quand on a 70 ou 80 équipes produits, l'alignement est extrêmement important. Sinon, on crée de la frustration entre les équipes et une valeur qui n'arrive pas. Et c'est là où on a commencé le voyage au travers des OKR. On a commencé notre apprentissage de comment aligner l'organisation pour avancer dans la même direction. Et encore une fois, ça s'est fait de manière itérative avec des apprentissages et des améliorations. La première itération qu'on a mis en place, on l'a fait à VP Tech seulement, sans inclure l'ensemble de l'organisation pour tester le modèle
et apprendre comment ça allait faire. On a mis en place aussi à ce moment-là des rituels pour partager avec le business les avancées des différentes équipes sur ces OKR. On a appelé ça les product boards et les tribe boards, et c'était tous les trimestres où on rendait compte, on assessait et on évaluait les résultats de l'équipe sur le quarter précédent et ce qu'on allait faire sur le quarter suivant. Une deuxième phase a été de déployer les OKR sur l'ensemble de l'organisation. Les premiers G d'OKR, il y a 3 ou 4 ans, on avait plus d'une vingtaine d'objectifs et c'était très difficile pour chacun de se rappeler de la direction dans laquelle on voulait aller. L'idée était donc de réduire un maximum le nombre d'objectifs pour que ces objectifs puissent être top of mind pour chacun et qu'on puisse avoir ces objectifs en tête quand on prend des décisions et quand on a une direction sur laquelle aller. Et donc la réduction du nombre d'objectifs a permis d'avoir une clarté beaucoup plus efficace dans la direction que devait prendre l'entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à amener la flexibilité du digital dans un monde semi-industriel avec des process qui sont rigides et qui sont codifiés par le monde industriel? Comment est-ce qu'on passe d'une société qui avance doucement à une société qui va vite parce qu'on combine le digital, la flexibilité à ce monde industriel? Et c'est ça qu'on va voir pendant cette Learning Expedition, c'est comment est-ce qu'on a amené cette flexibilité au sein de nos entrepôts pour pouvoir livrer à nos clients et pour pouvoir créer de la valeur et créer des process qui évoluent au rythme de la compagnie. Donc pour cette Learning Expedition, nous allons vous emmener au cœur d'un entrepôt VP pour que vous puissiez vous rendre compte de comment la technologie a impacté nos systèmes industriels. Bonjour, je m'appelle Anne-Laurence, je suis Product Owner chez VP pour le produit WMS. WMS, ça veut dire Warehouse Management System. Mon produit sert à gérer tous les process dans les entrepôts, depuis la réception jusqu'aux expéditions, également les retours marques et les retours aux membres qui ont acheté. Et on utilise ce WMS dans les entrepôts de VP en France, mais aussi en Italie et en Espagne. Bonjour, Louis Lesbro, donc Product Owner WCS. WCS comme Warehouse Control System. Le WCS, le produit WCS, donc ce sont différents logiciels qui vont piloter et synchroniser toutes les parties automatisées d'un entrepôt. Donc vous avez peut-être dû le voir à la télé. En gros, on parle de convoyeurs, de trieurs et de robotique au global. Donc chez VP, ça se conjugue au pluriel parce que nous avons différents sites automatisés, donc différents partenaires qui travaillent avec nous et donc différents logiciels. Donc un WCS, il va être interfacé avec le WMS dont vous venez de voir la présentation par Anne-Laurence. Mais donc le WMS va lui donner des ordres, par exemple des commandes à préparer ou bien des produits à trier. Mais également, il va lui aussi donner des ordres à ce qu'on appelle les PLC. Les PLC, en fait, c'est tout ce qui va piloter les automates, donc la machine. Le rôle du WMS, c'est un rôle de donneur d'ordre dans l'entrepôt. Il va être en charge de tout l'ordonnancement de l'activité. Il va envoyer des ordres de préparation au WCS. Le WCS, lui, est le système exécuteur dans cette organisation. Et son rôle, c'est de s'occuper de la partie lancement et d'optimiser toute la partie mécanisée au niveau le plus fin des process en entrepôt. The WMSs need to be very straightforward and there should not be any room for error. If we ship millions of pieces per month in one warehouse, it needs to be standardized and it needs to be very easy to use for our operators. So next to a WMS, which runs our warehouses, we also have WCSs. And WCSs are actually used to communicate with automation. So some of our warehouses, mainly in Lyon, are very heavily automated and they run multiple WCSs on site. Bonjour, je suis Gilles Marguin, Product Owner de VPN3. On va dire que VPN3 est l'outil qui apporte toutes les informations nécessaires au WMS afin d'opérer la logistique de vente privée. Bonjour, je m'appelle Fanny Besson et je suis Product Owner sur le produit Carrier Management. Dans notre équipe, nous avons la responsabilité de gérer l'ensemble des transporteurs qui livrent les colis à nos membres.
Nous avons du coup 2 missions essentielles. La première est de générer l'ensemble des étiquettes d'expédition pour tous les entrepôts. La bonne performance de notre produit est un enjeu clé car une simple latence peut avoir un impact majeur dans nos entrepôts. Notre deuxième mission est de garantir une bonne expérience dans la livraison de nos colis pour nos membres. D'une part, pour garantir une traçabilité de l'expédition à la livraison, mais aussi pour mesurer la qualité de service de chaque transporteur dans les délais de livraison, mais aussi dans les incidents. Notre équipe gère l'ensemble des transporteurs qui livrent les colis à nos membres, et comme il n'existe aucune standardisation entre les transporteurs, nous devons respecter un cahier des charges strict par transporteur pour générer l'ensemble des étiquettes d'expédition et les fichiers d'annonce pour que le transporteur ait l'ensemble des informations nécessaires à la livraison. Aujourd'hui, nous générons à peu près entre 2 et 4 millions d'étiquettes par mois pour plus de 10 entrepôts et pour l'ensemble de tous nos dropshippers. Notre produit WMS, on l'a construit sur un principe de corps modèle, c'est-à-dire que tous les entrepôts disposent de le même niveau de code, même version logicielle. Simplement, on a conçu toutes les fonctionnalités qu'on implémente pour pouvoir être disponible partout. Donc à chaque fois qu'on fait une évolution de code, on assure la compatibilité ascendante des versions pour tous les entrepôts et par un jeu de configuration, on va pouvoir mettre des inputs dans le logiciel, des règles de gestion, des critères de choix pour pouvoir faire réagir les fonctionnalités de manière différente par rapport à un contexte particulier d'un site donné sans pour autant impacter les autres entrepôts. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet d'être extrêmement agile et flexible au quotidien pour venir modifier les process en entrepôt par un jeu de configuration des règles et des process. Que ce soit l'équipe WMS ou WCS, elle est composée d'un PO et de 6, donc Software Implementation Specialist. Donc on a un peu la double casquette, une casquette d'abord fonctionnelle, on est garant des fonctionnalités du système, mais également une casquette technique, on va être garant des interfaces entre les différents systèmes. Donc ici en l'occurrence le WMS et le WCS. Cependant, pour travailler efficacement, on va avoir besoin de tout un écosystème autour, avec plusieurs différents services qui vont nous aider au quotidien. Tout d'abord, le service maintenance, qui va gérer toute la partie mécanisation, donc les scanners, les lecteurs sur site. C'est une des parties les plus importantes, par exemple, pour mon produit WCS. On a également la partie SRE, pour tout ce qui concerne le hardware, donc les serveurs. Ce qu'on appelle également l'équipe campus qui va nous aider pour tout ce qui concerne les équipements. Donc équipements, j'entends les PC, les douchettes sur site. Et finalement la partie support qui va principalement nous aider pendant le run avec les ouvertures d'incidents qui vont pouvoir nous remonter au quotidien. Lorsque VP a ouvert sur le marché européen, VP a fait le choix d'utiliser un progiciel permettant de s'interfacer rapidement avec un large choix de transporteurs. Cela a permis de générer instantanément plusieurs étiquettes d'expédition sur tout le marché européen. Au fil des années, plusieurs problématiques sont apparues. Le premier exemple est le nombre de règles ajoutées au fil des années sur l'ensemble des règles spécifiques pour les entrepôts, pour les transporteurs, pour respecter des règles métiers. La maintenance était devenue ultra douloureuse et risquée car chaque mise à jour en production impactait du coup les entrepôts avec un incident critique. La deuxième problématique était d'un point de vue performance car le progiciel mettait trop de temps à générer certaines étiquettes qui impactaient énormément tous nos entrepôts. Ensuite, un autre exemple, lorsqu'on souhaitait ajouter un nouveau transporteur ou connecter un nouvel entrepôt, les délais d'implémentation étaient très long car il nous fallait un peu plus de 3 mois pour intégrer ce nouveau transporteur. Et pour finir, le coût annuel du progiciel a explosé au vu des volumes expédiés par VP sur l'international. Il était donc essentiel de sécuriser et de développer une solution en interne pour générer l'ensemble des étiquettes pour les plus importants transporteurs. Dès le début de la migration, nous avons établi des règles pour garantir la bonne trajectoire et nous aider à prioriser les différents sujets. La première règle était certes qu'il fallait décommissionner le progiciel, mais tout en garantissant le respect des enjeux business en parallèle. La deuxième règle était d'interdire toutes les évolutions sur ce progiciel et donc de gérer l'ensemble des évolutions à travers nos outils internes. La migration devait être d'une part progressive avec des développements et des livraisons en continu en production, mais aussi avec une activation pas à pas afin de garantir aucun incident critique sur l'ensemble des colis d'un transporteur.
Mais d'autre part, il fallait aussi que la migration soit transparente afin de garantir et maîtriser les étapes clés du projet de migration sans aucune adhérence avec les autres équipes produits. Nous avons aussi ajouté plein de nouveaux transporteurs en parallèle de la migration dans notre nouveau système lié aux enjeux business de VP avec la convergence. En conclusion, la migration a duré 1 an et demi avec l'intégration de 20 nouveaux transporteurs et nous avons atteint 300 000 étiquettes en une journée avec un temps moyen à 200 millisecondes par étiquette, ce qui est tout à fait acceptable. Grâce à notre nouveau système, l'intégration d'un nouveau transporteur par notre équipe prend maximum 1 mois de développement. Donc pour cette Learning Expedition, on a choisi de vous emmener à Lyon 1. C'est un site mécanisé sur 30 000 m2 qui est composé de 3 cellules de 10 000 m2. Pourquoi avons-nous choisi de mécaniser l'entrepôt de Lyon 1 ? On avait besoin donc de traiter des volumes assez gigantesques. Par exemple, l'objectif était de traiter 90 000 pièces par jour dans seulement une cellule de 10 000 m2, ce qui n'est pas forcément beaucoup. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de s'assurer donc de bien garantir la qualité des livraisons pour nos clients. Et le troisième objectif, c'était d'avoir, parce que là, on parle de postes de production qui vont devoir traiter, comme je vous l'ai dit, énormément de pièces au quotidien, donc d'avoir des postes ergonomiques et avec le maximum de sécurité. L'important, c'était de se dire, OK, on n'a que 10 000 m2, on va utiliser la hauteur de l'entrepôt. Donc, c'est ce qu'on va voir après dans les vidéos qui vont passer. On a un Goods to Man, donc c'est un outil de stockage carton qui est sur toute la hauteur de l'entrepôt et qui peut donc nous garantir une capacité de stockage de 30 000 cartons. Pour garantir la satisfaction de nos membres, donc là, on a voulu jouer sur deux points très importants. Le premier, c'était en fait d'avoir des livraisons complètes, donc avec le moins d'erreurs possible. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé un outil automatisé qui nous permet une gestion de stock au top. Et le deuxième point, c'est de pouvoir avoir des colis qui arrivent en bon état chez le client. Donc, je sais pas si vous avez déjà commandé chez VP, mais on voit bien donc des colis qui sont avec une belle coiffe rose et surtout qui sont à hauteur de produit. C'est-à-dire que on a des outils qui permettent de prendre les colis, de réduire la hauteur du colis pour pas qu'il se casse chez le transporteur. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir des colis qui arrivent en bon état avec une commande qui est complète pour le client. Donc pour le volet sécurité et ergonomie, les postes ont été pensés pour que les opérateurs puissent traiter des volumes importants tout en étant à l'aise en travaillant. Donc on a des postes de picking qui sont adaptés à la posture des opérateurs et c'est pareil pour les postes de packing, là où on fait l'emballage dans des colis ou des enveloppes. Donc pour la première phase du projet, la mécanisation de la cellule de préparation, on a commencé par une grosse phase de design. Donc là, on était vraiment dans un contexte où on est parti d'une page blanche. On a mis 18 mois à réaliser cette première phase du projet, depuis le kick-off jusqu'au premier colis expédié. Et on avait un nouveau WMS à mettre en place, un nouveau WCS, des nouvelles équipes, et tout à inventer du process d'injection dans le système mécanisé jusqu'au chargement des palettes dans les camions. Donc dans cette phase de design, le point crucial, c'était de bien définir les rôles et responsabilités de chacun des systèmes, la partie WMS, la partie WCS, la partie mécanisée, dans le but que le process soit le plus fluide possible et que le temps réel dont parlait Louis soit assuré du début de l'injection des cartons dans le système mécanisé jusqu'au chargement des palettes dans les camions. La grosse complexité pour Lyon 1, c'était de se dire que on voulait tester les systèmes et les interactions entre les différents systèmes, mais on n'avait pas d'installation physique parce que le chantier était encore en cours de construction. Donc du coup, on pouvait tester chaque système un peu séparément, mais on n'avait pas l'installation pour pouvoir se dire le colis, je veux l'envoyer d'un point A à un point B, je regarde le résultat. Donc ce qu'on s'est dit avec notre partenaire, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un émulateur. C'est un outil en fait qui va venir émuler la mécanisation, donc en fait avec le même niveau de code que ce qu'il y aura après en production, pour pouvoir effectuer des tests. Le but là-dedans, c'est, il y en a deux, c'est évidemment de pouvoir effectuer des tests, donc de connecter le WMS avec le WCS, donc émulé, pour pouvoir effectuer nos tests, débugger si évidemment nous trouvons des bugs, et changer le code si besoin. Donc du coup, c'était cette grosse
complexité-là de pouvoir effectuer des tests sans avoir l'installation physique sur site. Après la phase de développement et de test que Louis vient d'aborder, on est passé à la partie réalisation. Donc la réalisation, ça comporte tout le montage physique de tous les équipements mécaniques et de stockage de l'entrepôt, mais également la formation des équipes, l'accompagnement au démarrage et toute la partie ramp-up. Donc c'est le résultat de 18 mois de travail acharné. Et on a expédié les premiers colis sans problème à partir de ce moment-là. Ceci étant dit, on s'est vite aperçu dès ce moment-là qu'on avait beaucoup d'opportunités d'optimisation des process qu'on n'avait pas forcément vu dans la phase de design. C'est normal, dans une méthode en V, on pense à beaucoup de choses, on écrit beaucoup de choses sur une page blanche, mais ensuite, dans la vraie vie, on s'aperçoit qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé et qu'on pourrait modifier pour faire évoluer les process. Pour la phase 2, on a une approche radicalement différente, basée sur les principes de la méthode agile, en impliquant beaucoup les utilisateurs dans la définition des besoins, en livrant régulièrement et en n'hésitant pas à livrer tôt des fonctionnalités, même si elles ne sont pas complètes au départ, pour réussir à avoir du feedback utilisateur le plus tôt possible et d'arriver à récupérer de la valeur ajoutée pour l'activité le plus tôt possible, même si tout n'est pas parfait dès le départ. Grâce à cette méthodologie, on a pu aller très vite dans la réalisation des cellules du refactoring, des cellules 1 et des cellules 2, pour arriver aujourd'hui à un site entièrement changé et recommissionné, avec des outils qui sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles, et où les échanges avec les utilisateurs sont beaucoup plus riches que dans la phase 1 du projet. Aujourd'hui, on utilise les outils que vous devez tous connaître, Jira, Confluence. En termes de méthodologie, on a choisi la méthode Kanban. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire de la livraison continue. Et aussi, c'est une méthode qui est très facile à partager et à gérer avec nos utilisateurs en entrepôt. Cette évolution dans notre organisation produit à la VPTech et dans notre façon de travailler avec nos stakeholders nous permet aujourd'hui de mettre en place des process extrêmement rapidement. On livre tous les jours des évolutions sur le site de Lyon 1, mais aussi sur tous les autres sites de VP en France, en Italie, en Espagne. Donc pour vous donner quelques chiffres, on livre 2 à 3 releases par jour, quasiment tous les jours. Et évidemment, ça permet de suivre les demandes d'évolution de process des opérateurs, mais aussi beaucoup les évolutions du business de VP, qui est une entreprise qui se réinvente tous les jours. Vous voyez des nouveaux concepts de vente sur le site de VP quand vous allez sur le site en tant que client de VP, comme Returns ou Recycle. Tout ça, c'est des évolutions business qui ont également un impact sur les entrepôts. Et donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner de la manière la plus flexible et la plus agile toutes ces évolutions de business, mais aussi les impacts qu'il y a sur les process au niveau des entrepôts. En cellule 1 de l'entrepôt de Lyon 1 se trouve la partie réception des marchandises, donc en provenance des fournisseurs ou bien en provenance des autres sites. Sur cette activité, on a 36 postes de réception, 28 allées de ventilation, et cette activité tourne en 24/24, 7 jours sur 7 sur les périodes de pic, et sur le reste de l'année sur 2 shifts, c'est-à-dire de 5h à 21h. Donc dans un premier temps, VPN3 va descendre une base article au WMS, Warehouse Management System. Cette base article est composée finalement d'un ensemble de codes barres, de poids et dimensions. Tout ce qui va permettre à l'entrepôt de comprendre le stock qu'il va biper. Donc le code barre va permettre de biper, et le poids et les dimensions va permettre de mieux appréhender la manière de stocker et la manière d'expédier ces pièces. Ensuite, pour permettre la réception, VPN3 a également besoin de pousser un bon de commande.
à l'entrepôt. Car avec une base article, je suis capable de comprendre le stock, mais par contre, je ne sais pas exactement ce que je dois en faire. Avec un bon de commande, je vais être capable de mettre des quantités attendues en face de cette base article. Et donc, ça va me permettre de faire rentrer en stock toutes ces pièces et de savoir à chaque fois si cette pièce a bien été attendue dans ce bon de commande ou non, et donc de pouvoir en permanence monitorer la qualité de la réception et éventuellement déclencher des alertes si nous avons des manquants, mais aussi éventuellement réagir en cas de surplus. Ça peut arriver que la marque nous envoie trop de stock et donc d'y réagir afin d'optimiser ce stock non prévu. L'enjeu sur ces postes de réception, c'est de guider les utilisateurs sur les étapes de réception, de contrôle conformité et de tri des marchandises. Vous savez qu'on gère chez VP des stocks qui viennent des marques qui sont des invendus, parce que notre métier de base, c'est un métier de soldeur. Et toute la difficulté chez VP, c'est de pouvoir gérer cette activité avec une très grande hétérogénéité en termes de typologie de produits, de typologie de vente. Et donc, en réception, on va avoir des produits qui ont des formes différentes, des poids différents, des volumes différents. Et donc, selon tous ces critères, d'un point de vue technique, il faut qu'on arrive à guider l'utilisateur de la manière la plus intuitive possible, sans qu'il se pose de questions, pour faire les bons contrôles qualitatifs sur les produits, mais également de pouvoir les trier correctement pour permettre ensuite aux équipes business de jouer ces ventes-là de la manière la plus intéressante et la plus facile possible. Pour ce faire, les opérateurs sont équipés de gun RF, donc c'est du matériel qui est en temps réel avec la partie connectée avec les algos du WMS. Donc ça revient à scanner des produits, les codes à barre EN13 qu'on trouve sur les produits physiquement, et de trier les produits dans les étagères de réception. Vous voyez que sur ces étagères de pré-tri, on a un système de put to light, c'est-à-dire qu'au moment où l'opérateur scanne un article, son geste est guidé visuellement par une lumière qui s'allume au niveau de l'emplacement dans lequel il doit venir placer la marchandise. Donc techniquement, en fait, il y a un mapping qui est fait entre le produit qui est scanné, la règle de tri qui va guider l'opérateur et l'emplacement où il va venir déposer l'article. Au niveau de la ventilation, on va venir retrier la marchandise pour reconstituer des cartons qui sont monoréférences afin ensuite de simplifier les opérations de picking au niveau de la cellule 3 où on a tout le système mécanisé de préparation de commande. Donc c'est grâce à cette étape de ventilation qu'on va pouvoir réaliser de manière très productive et très simple les opérations de préparation de commande. Également sur ces allées de ventilation, l'opérateur va être guidé de manière intuitive également avec ce système de put to light pour aller scanner les pièces et venir les redéposer dans des emplacements de tri également pour reconstituer ces cartons monoréférences. En cellule 2, après les étapes de ventilation, les cartons qui ont été constitués vont soit retourner en stock, parce que là, le stock va être joué dans une vente beaucoup plus tard, soit va être placé dans une mezzanine de stockage. Donc là, on a du stockage manuel, où les opérateurs vont pouvoir venir ranger les cartons. Simplement, d'un point de vue technique, l'opérateur scanne le carton et l'algo WMS va lui indiquer un emplacement de rangement. Cette mezzanine est une sorte de buffer avant l'injection dans l'outil Goods2Man. Et donc, au lancement des vagues de préparation dans le WMS, le système va envoyer des missions aux opérateurs pour venir ramasser tout ce dont on a besoin pour réaliser la vente en termes de préparation de commande. Le trieur carton permet de récupérer des palettes qui ont été mises en stock après les étapes de réception pour venir retrier les cartons en fonction de leur destination. Donc typiquement, si sur une palette, on a 12 cartons qui doivent aller dans le Goods2Man pour de la préparation de commande et le reste qui doit retourner en stock parce qu'on en a besoin, et ben c'est sur ce trieur carton, sur cette chaîne, qu'on va pouvoir trier les cartons. Donc d'un point de vue technique, le WMS indique au WCS les destinations de chacun des cartons qui vont être injectés
et la partie mécanisée se charge de splitter les cartons sur une destination de remise en stock et l'autre destination en direction de l'OSR. Donc le système est très simple. Le WMS annonce la destination, l'opérateur pose le carton sur la chaîne mécanisée, les colis sont lus par des scanners et la partie mécanisée envoie sur un brin ou sur l'autre en fonction de la destination. Sorti de cette chaîne, un opérateur reprend les cartons et avec un gun RF va venir redéclarer la palettisation pour pouvoir ensuite acheminer la palette au bon endroit. Là, nous arrivons dans la cellule 3, donc la cellule où nous avons ce qu'on appelle le goods to man. La première étape ici, c'est l'injection des cartons. Donc les palettes qui ont été réceptionnées en cellule 1 et puis ventilées en cellule 2 arrivent donc du coup sur des postes d'injection. Ils sont au nombre de 4. L'opérateur va tout simplement récupérer les cartons des palettes, les mettre sur le convoyeur d'injection. Ici, là où on intervient, c'est évidemment pour acheminer un carton d'un point A à un point B, mais également pour faire des checks sur ce carton, pour qu'il n'y ait pas de problème de hauteur, de poids, etc. Et que du coup, ce carton puisse arriver en bon état dans l'outil qu'on appelle Goods to Man. Alors, une fois que les cartons arrivent, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits cartons et des grands cartons, le système, lui, va se charger de trier ces cartons-là en mettant dans un convoyeur les petits cartons et dans un autre les grands, pour ensuite être marié à des plateaux, que vous voyez, des plateaux roses. Alors, ça va servir à quoi? Ça va servir à optimiser le stockage ensuite dans le Goods to Man. Une fois que les cartons sont mariés à un plateau, ces cartons-là vont arriver dans notre outil de stockage carton qu'on appelle OSR ou Goods to Man. Vous entendrez souvent ces deux termes-là. L'outil OSR comporte 30 000 emplacements cartons, donc sur 2 niveaux et 9 allées. Le but, ça va être de stocker au maximum 30 000 cartons. Ça peut représenter environ, ça dépend du nombre de cartons, du nombre de pièces, que nous pouvons mettre dans les cartons. Mais ça peut représenter entre 200 000 et 1 million de pièces. L'entrepôt de Lyon 1 est doté d'un transstocker, dont le nom propriétaire est OSR. Cet OSR doit être rempli avant la vente. Pour ce faire, VPN3 va opérer un ordre de l'entrepôt vers lui-même afin de charger partiellement, donc avec une partie du stock de la vente, ce transstocker. Ça va permettre ensuite, lorsque les commandes membres vont tomber, d'être hyper réactif et de tout de suite descendre les cartons qui vont bien vers les postes de picking. Donc une fois mon OSR chargé, nous allons attendre le début de la vente et ensuite, à partir du moment où la vente a commencé, toutes les heures, nous allons accumuler les commandes qui viennent d'être créées et ensuite les descendre au WMS afin que le WMS vienne les intégrer dans le WCS et donc descendre les cartons qui vont bien afin d'opérer le picking sur correspondant à l'ensemble de ces commandes. Donc ces commandes membres sont constituées de l'ensemble des détails qui vont permettre d'expédier la commande en membre, à savoir forcément le détail de la commande, quelle pièce a été commandée en quelle quantité, l'adresse du membre auquel il va falloir expédier et le transporteur. À savoir qu'on a tout type de transporteur. On peut utiliser des transporteurs vers des pick-up points, mais également directement à la maison. Et ce dernier va du coup, à travers un algorithme, lancer les commandes en préparation. Ce qui est le plus important ici, ça va être de prendre en compte ce qu'on appelle la DEL, la date d'engagement logistique, parce que notre but, c'est de livrer les clients en temps et en heure. Donc du coup, à travers cet algorithme, ce qui va se passer, c'est que les cartons vont sortir de l'OSR, donc du Goods to Man, pour arriver vers la station de picking. C'est pour ça en fait que depuis le début, on vous parle de Goods to Man, parce qu'en fait, c'est le produit qui arrive au préparateur de commande et non l'inverse. Parce qu'on voit souvent dans les entrepôts des personnes avec des chariots qui vont récupérer les produits dans les allées. Ici, c'est tout l'inverse. C'est le système mécanisé qui va acheminer les cartons avec les pièces à préparer vers l'opérateur. Concernant le rangement des cartons et des plateaux dans l'OSR, l'algorithme est assez simple. En fait, on va juste essayer de répartir équitablement les cartons au sein des différentes allées de l'OSR pour pouvoir équilibrer la charge ensuite sur les stations de picking. Une fois qu'un carton arrive à la station de picking, ce qui va se passer, c'est que
L'action va être assez simple, c'est l'opérateur va devoir récupérer un produit et le mettre dans une pochette. Alors là où on intervient, c'est qu'on va mettre tout en œuvre pour que ce geste soit le plus simple possible pour l'opérateur. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une sorte de LED qui lui indique le carton à choisir s'il y a 2 cartons sur le plateau, et également la quantité à prélever par article. Donc ça, c'est vraiment la partie LED que l'on voit sur la phase carton. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle un écran de picking. On va indiquer à l'opérateur les caractéristiques du produit, le code barre, avec une photo, ce qui lui permet en cas de doute d'effectuer des vérifications. Évidemment, cela sert plus quand le carton est multi, parce qu'il y a plusieurs cartons il y a plusieurs pièces dans le carton. Et si c'est un carton mono, généralement, cette phase de vérification n'est pas effectuée, parce que le carton comporte toujours les mêmes pièces. Donc, l'opérateur récupère la pièce, la met dans la pochette, et ensuite la pochette va être triée dans le buffer. Alors en fait, il y a 36 différentes zones de buffer qui peuvent comporter 216 pièces au maximum, ce qui fait au total 7776 pièces possibles dans cette zone de buffer, où en gros, les pochettes vont arriver en attendant qu'un buffer soit rempli. Donc ça, c'est la première étape. Derrière, on a ce qu'on appelle le matrix sorter. En fait, c'est toute l'étape de tri. C'est-à-dire que dans le buffer, on n'a pas vraiment les commandes clients qui sont constituées, et du coup, il va falloir trier ces pochettes pour pouvoir constituer un train de pochettes qui constitue une commande d'un client. Donc du coup, c'est vraiment cette étape dans le matrix sorter qui va permettre de reconstituer ces commandes clients. Et une fois qu'on arrive aux stations de packing, on voit des trains de pochettes du coup qui correspondent à un client A, puis un client B, etc. Donc, ce que nous pouvons voir au niveau du matrix sorter, c'est que cet outil va permettre de réaliser 3 tris successifs afin de pouvoir reconstituer la commande d'un client. C'est-à-dire qu'on va d'abord passer dans un premier, on va dire, trieur à pochette, puis un deuxième, puis un troisième. Et à la sortie de ce troisième tri successif, nous avons la constitution de chaque commande. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de ce troisième tri sera des trains en fait de commandes clients. Il est également important de noter que nous avons décidé de séparer au niveau des buffers le flux mono et multi, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à encombrer, on va dire, le tri pour des commandes mono. Donc ce qu'on appelle une commande mono, c'est une commande qui est constituée d'une seule pièce. Donc du coup, ça permet de diviser les flux et de ne pas prendre de l'espace de stockage dans le buffer avec des commandes mono qui ne seront du coup pas triées. Le packing, du coup, on voit bien ce qu'on a essayé de faire pour faciliter le travail de l'opérateur, c'est de se dire que quand un train de pochette arrive à la station de packing, nous avons mis des lumières qui clignotent afin de prévenir l'opérateur que toute la commande est bien arrivée sur son poste de packing. Donc là, l'action est très simple pour l'opérateur. Il va devoir récupérer chaque article des pochettes. Donc il y a un article par pochette, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et il va constituer, du coup, il va emballer son colis. Donc ce qui se passe, c'est que cette étape-là, pareil, ça fonctionne avec des interfaces entre le WMS et le WCS. Le WMS a recommandé, on va dire, un type d'emballage à choisir, donc ou bien une enveloppe ou bien un colis. L'opérateur a le dernier mot, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir décider de changer ou non le type d'emballage en fonction de ce qu'il va pouvoir observer et de la typologie des produits. Il va mettre ses produits dans l'emballage qu'il va ensuite déposer sur le convoyeur. Concernant le poste de packing, c'est un peu la même chose que pour le poste de picking. On a essayé en fait de faire on va dire l'écran le plus simple possible pour l'opérateur, c'est-à-dire de lui mettre seulement les éléments dont il a besoin et rien d'autre. Donc ce qu'on peut voir sur ce poste, c'est qu'il a l'information du nombre de pochettes pour sa commande. Donc c'est très important parce que ça lui permet d'effectuer une vérification si besoin, et également des produits qu'il a besoin de mettre dans son colis. Nous avons également décidé d'utiliser un écran tactile parce que c'est beaucoup plus simple pour l'opérateur qui a besoin quand même de ses 2 mains à chaque fois. Et donc du coup, simplement un petit clic sur l'écran est beaucoup plus simple que de devoir manipuler une souris. Une fois que l'enveloppe et le colis a été préparé, l'opérateur donc dépose donc le contenant sur le convoyeur. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que la mécanisation va en fonction, donc va repérer très facilement en fait grâce à la hauteur. Donc en fait ce qui se passe, c'est que les enveloppes ne font pas plus de 30 cm, donc il va très facilement repérer si c'est une enveloppe et un colis, et il va décider du coup de faire partir les colis d'un côté et les enveloppes d'un autre. C'est ce qu'on voit avec ce qu'on appelle le flip-flap.
vous le voyez. Donc on a les colis qui vont partir dans un flux et les enveloppes dans un autre. Les enveloppes vont être triées, donc ce qu'on appelle dans le split tray sorter. Donc pareil, le WMS aura envoyé la destination du colis au WCS. Donc la destination, ça peut être n'importe quel transporteur. Et le WCS va s'exécuter en faisant tomber l'enveloppe dans ce qu'on appelle un box, le box du transporteur. Les colis, c'est un peu le même principe. On a reçu l'information du WMS sur la destination. Le colis va être acheminé sur ce qu'on appelle un brin d'expédition et il va être ensuite palettisé pour le chargement. Donc sur la zone d'expédition, on récupère tous les cartons et les enveloppes qui sont issus des postes de packing. Donc les enveloppes, comme vous l'avez vu, sont triées sur un outil mécanisé qui s'appelle un split tray, où les enveloppes vont chuter dans des box en fonction du transporteur auquel ils ont été assignés. Et au moment où ils tombent dans ces chutes, d'un point de vue technique, le WCS nous indique que le colis a chuté et le WMS met à jour le système pour indiquer l'emplacement actuel du colis et permet une palettisation automatique de toutes les enveloppes qui sont tombées dans le box, de sorte qu'au moment du chargement ensuite, l'opérateur n'a qu'à déclarer le chargement de la palette en scannant la palette et évidemment pas tout le contenu du box et des 400 enveloppes qui se trouvent à l'intérieur. Pour la partie carton, les cartons arrivent dans des machines qu'on appelle des fermeuses. Donc là, le système Givaro va permettre de couper les coins du colis et d'abaisser la hauteur du carton pour qu'il y ait le moins de vide possible dans le colis d'expédition. Le but de ça, c'est que le contenu du carton ne soit pas endommagé pendant le transport, que le colis soit le moins écrasable pendant les opérations de transport, mais également qu'en termes de volume, on ait le moins de volume possible, le moins de volume vide possible expédié dans les camions de nos partenaires de transport. D'un point de vue technique, au moment du lancement des vagues de préparation, le WMS a indiqué les destinations au WCS, et c'est grâce à cette mécanique que le WCS va orienter, en sortie des machines de fermeuse, les cartons sur les différents brins de tri des transporteurs. Ensuite, l'opération est extrêmement simple. Les opérateurs vont venir palettiser les cartons en fonction de leur destination, avec un certain nombre de règles techniques pour s'assurer qu'on met bien les cartons sur les palettes des bons transporteurs. Et ensuite, on effectue les chargements en venant scanner les palettes dans les camions. Cette opération de chargement peut être faite à la palette, comme on vient de le voir, mais ça peut également être fait en chargement en vrac automatique. Donc le système des boom convoyeurs permet de charger les colis sans opération de palettisation directement dans les remorques, que ce soit pour les enveloppes ou pour les cartons. Donc là également, il y a des échanges entre le WMS et le WCS pour indiquer que tel colis est pour tel transporteur, mais également qu'on a le droit de l'envoyer sur la partie mécanisée qu'on appelle les boom convoyeurs pour faire un chargement automatique. Ça gagne énormément de temps en termes de manutention et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans cette partie de l'activité. La clôture des chargements permet de remonter des informations au système hôte, donc la partie, on va dire, ERP, gestion générale, mais aussi la partie carrière management pour déclarer les expéditions à nos membres et assurer la traçabilité des colis jusqu'à nos clients. Une fois la vente terminée, tout le stock restant est purgé de l'OSR et revient dans les racks. À partir de là, VPN3 va pouvoir opérer soit un ordre de transfert vers le fournisseur. À partir de là, nous allons descendre toutes les informations nécessaires pour exécuter cet ordre de transfert, à savoir les palettes que nous voulons bouger, les cartons que ces palettes contiennent, ainsi que le détail de toutes les pièces à l'intérieur et les quantités, ainsi que les états de stock. Et bien sûr, la destination, vers quel fournisseur nous renvoyons la marque, en sachant qu'on peut avoir, ça peut arriver, un certain détail, des références communes entre deux fournisseurs au sein d'une même vente. Donc nous pouvons avoir une complexité supplémentaire à gérer quand nous devons renvoyer la même pièce vers deux fournisseurs différents. Ensuite, il y a également l'ordre de transfert intersite. Nous pouvons très bien déplacer la marchandise entre deux entrepôts différents afin d'opérer une vente future sous quasiment le même modèle que le retour fournisseur, à la différence que dans l'entrepôt cible,
qui est le nôtre, nous allons descendre ce que nous appelons un ASN, Advanced Shipping Notice, colisé, donc avec le détail du colisage, le détail des palettes et des cartons, ce qui permettra à l'entrepôt receveur de l'ordre de transfert intersite de ne pas forcément tout rescanner. L'entrepôt receveur pourra juste scanner le carton ou bien la palette afin de faire rentrer directement le stock.